Stéphane Lévesque, bienvenue à Masquinongé Média, à Histoire régionale, une émission qui se consacre à l'histoire du territoire. Et là, on redécouvre Michel Neveu, parce que là, nous, on a fait une entrevue sur la Société d'histoire. Et là, vous êtes un jeune homme, vous toujours, 83 ans, biessonné, et vous avez un parcours de vie qui est historique, je dirais. De fait de survivre d'un jour à l'autre, c'est tout le temps ça, c'est un exploit, la construction de l'histoire. Mais effectivement, j'ai eu cette occasion de naviguer sur plusieurs mers et puis d'avoir essayé et tenté, tout au moins, de construire quelques embarcations en cours de route. Parce que vous avez été appelé à en construire. On va vous parler de votre parcours professionnel, pas votre parcours académique, mais là, on va pas commencer à la base. Oui. Un jeune homme qui est né en 1942. Tout à fait. En pleine guerre. À quel endroit vous êtes né? Je suis né à Belleuil. OK. À l'ombre du Mont-Saint-Hilaire. OK. Et, mon Dieu, mes parents ont tellement aimé Saint-Hilaire que j'avais 3 ans quand ils ont déménagé au bord du pont. Et puis, on est resté là quelques années. Et papa achète une maison à Massuville, Saint-Aimé de son prénom, entre Saint-Hyacinthe et Sorel. Et après ça, Saint-Pie-de-Bagotte, 2 ans plus tard. Et 2-3 ans plus tard, à Saint-Hyacinthe. Alors moi, c'était toujours de très belles maisons qu'il achetait. Et ça m'a pris peut-être 40 ans avant de savoir qu'il en avait fait son métier, d'acheter une maison, de les organiser un peu et de les revendre à profit. Bien, on voit ça, là. Oui. C'est une tendance. La tendance, il était précurseur. Il était précurseur. Parce que c'est un homme habile de ses mains. Parce Absolument que si pas. tu fais ça, non. Absolument pas, non. Okay. Disons que les maisons ne nécessitaient pas des constructions ou des travaux. Oui, lui, c'était esthétique, mais c'était quelqu'un qui... comme on disait, c'était le 3e homme, c'est-à-dire celui qui fait le chèque. OK. Hein? Bon, il avait le sens des affaires. Il avait... Oui. La base des affaires. Lui, natif de Saint-Césaire, tout près de Grimby, à une période où Saint-Césaire est plus populeux que Grimby. OK. Et son papa avait... lui, il était vraiment d'affaires. Hein? Bon, il avait une ferme, il avait un magasin général, il avait, tu sais, à gauche, à droite. Et il avait placé à peu près tous ses enfants en déterminant à l'avance le rôle que l'enfant jouerait. Puis le rôle de votre père, c'était? De faire un frère. Le frère André, je ne me souviens pas de quel groupe est-il, mais en tout cas, à Saint-Césaire. Le doorman de l'oratoire Saint-Joseph. Le doorman, oui. Et le thaumaturge, on dit oui, ça. Le thaumaturge. Ça veut dire quoi, ce thaumaturge? C'est lui qui fait des miracles. Ah! Oui. Alors, du fait... donc, frère... Donc, j'ignore le nom. Fait que son père c'était sa destinée. Sauf qu'à un moment donné, il est là, fidèle, et un de ses amis est en train de se faire tabasser par un frère, et il a sauté sur le frère, il a foutu une volée, donc il a été expulsé du Juvénat, et il revenait à la maison, et son père, il était trop sans dessin, tu vas aller travailler pour ton frère Honoré, qui tient le magasin. Ah. Et le magasin, c'est 25 000 à la ronde. Les gens se ramassent là, mon vieux, parce que chez Neveu, il y a de tout. Et on te fait crédit. Il peut tolérer ça. Il est assez moyen. Des bonbons signés Neveu, etc. Tu sais, quand tu allais répondre, mettais un petit veston blanc. Hein, et là, on parle quand même de 1905, 1910. C'était une cérémonie, un peu. C'était quelque chose, c'était au magasin. C'était quelque chose. Alors, c'était pas comme aller au dépanneur aujourd'hui. Absolument pas. Il y a du monde au dépanneur en pyjama. Oui, c'est ça. Mais là, les gens s'habillaient presque en dimanche. Comme à la messe, oui. D'ailleurs, donc... mais il va être commerçant. Ça va être ça, son métier. Oui. Et finalement, ce qui est arrivé, justement, il s'est marié quand même très tardivement. Il s'est marié dépassé de la quarantaine. Et il a décidé d'acheter un magasin à Saint-Armand. Là où a vécu notre ami, le journaliste. Paul-André Comeau? Non. Ils ont de la presse, Pierre Foglia. Ah, OK, ben oui. Bon. Donc, c'est un autre genre. Oui. Il part donc son magasin. La moitié de sa clientèle sont des gens des États-Unis qui viennent.
Mais lui, il refuse d'apprendre le chinois. Hein? Il a dit clairement, tu sais, quand quelqu'un venait, tu sais, pacifier, ça, c'est for tête, hein? Bon, OK, tu sais, c'est à peu près ça. Alors, il a fait un bout, et finalement, bon, il a décidé de vendre pour s'en aller à Saint-Jean, échanger un commerce pour tout ça, et ça a duré à peu près, encore une fois, 1 an. On lui annonce qu'il y a un cœur de bœuf et que sa vie est en péril, et puis, il déménage donc à Belleuil, et je vais au monde. Et puis, cela dit, mon père est mort à 88 ans. Donc, je veux dire, le cœur de bœuf, il avait qui du était cœur. solide. Ouais. Il avait du cœur. Puis, donc, un homme, pas un homme puis, en tout respect, mais c'était pas un intellectuel. Là. C'était un gars lettré. OK. Quand il sortait avec maman, le soir, vers 8h30, excuse-moi, je vais aller faire la lecture à maman. Tu sais, donc, c'était une famille de bourgeois, littéralement. Okay. Donc, le premier, c'était bien sûr le curé de la famille. Ensuite, sa sœur, c'est devenue une conseillère générale pour des sœurs de présentation en Europe. Donc, ensuite, tu sais, tout le monde avait sa job, comme je te disais. Et son jeune frère, Albert, fait un médecin. Et donc, tu sais, je veux dire, c'était... Mais lui, est-ce qu'il a été plus que l'école primaire? Non, oui. Il a fait son secondaire à l'époque au Juvénat, là, tout ça. Donc, mais il n'a pas fait un collège classique? Non. OK. Non, il y a un des seuls, hein, parce qu'on n'a pas besoin pour être un frère de façon cours classique. Okay. Le Juvénat, ça servait très bien de ça pour lui donner en fait, tous les préceptes et j'imagine, le cérémonial d'usage pour rencontrer de futurs enfants à qui ils vont enseigner, fort probablement. Donc, ça, c'est votre père. Ça, votre maman, la maman, évidemment, c'est pas qu'elle travaille pas, elle travaille très fort, mais une femme au foyer. Maman était au foyer. Oui, on était 3 enfants, je suis le cadet. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, sauf que, attention, à un moment donné, mes parents ont reçu des dîneurs. Hein? Ah, il y a des gens qui venaient dîner là. C'était comme un restaurant non officiel. C'était une maison privée, mais elle recevait les gens entre 11h et 13h. Il y avait 30 personnes qui venaient dîner. OK, c'est de la gestion, ça, là. Ça, c'était de la gestion. On peut dire, OK, tu peux regarder la TV pendant ton heure de dîner, mais tu manges et tu t'en vas t'asseoir au salon. Hein, donc, c'était vraiment très réglé à ce moment-là. Et on fait ça quand même, je vous dirais, une dizaine d'années, jusqu'à temps que moi, je fasse mon séminaire, entre autres. Mais papa avait réussi à avoir des sous quand même. Écoutez, mon grand-père, que je n'ai pas connu, est mort en 1935, a laissé à ses 10 enfants 35 000 à chacun. C'est de l'argent. C'est de l'argent beaucoup. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars d'aujourd'hui, ça. Non, c'est quelques millions. Ah oui, OK, tant que ça, OK. Oui, on peut voir. Hein. Ça leur a donné une bonne partage. C'est ça, et puis bon, économe, mais faisait des petits placements ici et là. Donc, tu sais, je veux dire, donc, on n'a pas... On ne faisait pas partie de la bourgeoisie de Saint-Hyacinthe, là, tu sais, mais seulement qu'on pouvait manger 4 fois par jour, disons. 4 fois, une collation au soir. C'est ça. Mais je suis un peu étonné d'entendre 3 enfants. Oui. Parce que vos amis, les gens que vous côtoyez, il y en avait des 10, 12, des 15, des familles de 15 dans ce temps-là. En 42, 45, disons que c'était peut-être 5, 6, 7. Là. OK. La revanche des berceaux est arrivée quelques parce que c'est ça comme moi, années. Je pense à mes parents. Moi, mon père est né en 44, ma mère est née en 46, mais les deux, c'est ça, c'était du côté de ma mère, je pense que c'est proche 20 enfants. Ouais. C'est sûr, c'est un milieu qui était très défavorisé. Maman venait d'une famille de 15. OK. Mais ça, c'était voulu? Y avait-tu l'indépendance de dire au prêtre, là, quand il faisait sa tournée là, annuelle, de dire, moi, madame, vous êtes pas enceinte? Moi, j'ai connu mon père. Il avait 50 ans dépassé, disons, parce qu'il s'était marié assez âgé. Ben oui, il y avait eu l'appel. Il a détourné l'appel. C'est ça. Il a détourné l'appel.
Et Il a puis... raccroché. Ah oui, c'est ça. Tu sais, une poignée de terre qui est restée prise après. Mais mon père était rentier. Donc, moi, à 3 ans, je sais lire, je connais mes chiffres, et je suis capable de faire des opérations mineures, là, addition, soustraction. Donc, j'arrive à l'école et puis je commence à sauter des années. Là, tu sais, 1, 2 dans la même année, 3, 4 l'autre. Après ça, ben dis... Puis là, à ce moment-là, on est dessus parce que c'est pour ça que je trouve intéressant. Vous vous exprimez bien, puis vous êtes un acteur, un témoin d'époque. Là, on est dessus à des écoles de rang ou vous allez à une école régulière? Vu qu'on habitait en ville, village, c'est à l'école quand même du village. Mais des multiniveaux, là, on est... disons qu'il y avait peut-être 2 niveaux des fois, quatrième, cinquième, mettons ensemble. C'était Frère du Sacré-Cœur à Saint-Pie. À Saint-Aimé, j'ai fait une année. J'ai fait une année en 2. Là. Première, deuxième, cette année-là, c'était des frères maristes, donc des bons enseignants. Et après ça, donc, à 10 ans et demi, je suis arrivé au séminaire. Et puis, j'avais sauté ma 7e année. Bon. Mais là, quand on allait au séminaire, est-ce qu'il fallait... C'était une école de curé, ça? Est-ce qu'il fallait dire « je veux devenir curé pour aller au séminaire » ou... Non, ça n'était plus le cas. Ça n'était plus le cas. Disons qu'on encourageait bien sûr les vocations. Je vous dirais même qu'en élément latin, tu sais, il venait tout le temps des promoteurs de la chose. Donc, un pain blanc d'Afrique qui vient de montrer des poudres de serpent, puis tout. Moi, on signait nos vocations comme les grands, si tu veux. Donc, première année, moi, je faisais un pain blanc d'Afrique pour aller battre les lions, puis, tu sais, vivre l'aventure. Et en syntaxe, la 2e année, là, j'étais arrangé que je voulais faire un otorino-laryngologiste parce que je trouvais que c'était un grand thème que je pouvais appliquer. Bon. Et après ça, c'était service social. Là, on va y arriver à ça. Donc, scolarité de cette époque-là. Mais là, quand vous graduez du séminaire, les cégeps, le réseau des universités du Québec, c'est pas encore arrivé. Non, on est en quelle année, là? Là, on est en 64. OK, parce que 64. je me suis spécialisé. Hein. J'aurais dû finir en 61, à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans. Mais je m'étais... disons que j'étais dissipé et léger. Vous avez vécu une crise d'adolescence. Je me trouvais tout à fait normal. Je me suis pas situé en crise. Je me suis questionné, même pas trop. Non, j'étais... Mais la bohème, un peu. Là. J'étais très bohème. OK. Là, on vit sa vie. Là, je fumais des gauloises parce que ça paraissait bien. Tu sais, t'allumais des allumettes. Puis là, mais tu vois, parce que là, c'était pas les hippies, là. C'était tu vois, un beatnik, là, Kerouac, l'appel de la route. Non, j'étais pas beatnik, mais j'étais, disons, un petit peu... Parce que, comme je vous dis, j'ai commencé à 10 ans et demi mon cours classique, mais mes collègues ont 13-14. Ouais. Donc, j'ai tout le temps été avec des gens plus vieux. Et puis, bon, à ce moment-là, de vouloir faire de la distinction sociale et autres. Donc, le con, c'est à moi, là. Tu sais, je veux dire, écoute, j'ai fait... j'avais peu de cheveux, mais moi, et c'est choisi peut-être un peu, alors que moi, j'en faisais enlever des cheveux. Je pouvais pas avoir ça. OK. Mais à 16 ans, j'ai commencé à avoir un vêtement. Puis là, quand j'allais au séminaire, je me mettais des places là. Je disais, vous aviez bien raison pour faire pousser. Ça, je faisais ça au mois de juin. Là, on s'en allait en vacances. Là, j'ai pogné une barbite. Hein, tu sais, bon, c'est toute l'école de fini. Tu sais, bon. Alors, j'ai commencé assez jeune. J'ai été, bien sûr, comme beaucoup d'autres, envoyé chez nous. Parce que les autres, ils voulaient pas ça. Ce genre de marginalité-là, on va mettre des guillemets, là, mais sortir du rang, c'était pas encouragé. Non. T'as dénoncé. C'est ça. Et puis, finalement, bon, c'est vrai aussi que je déconnais beaucoup. Et quand je vous dis dissipé et léger, c'est parce que j'ai jamais eu un congé du mois. J'avais une moyenne de 5 sur 10 au niveau de la conduite. Là, mais j'emploie le mot révolte. C'est peut-être pas révolte, mais y avait-tu une dimension de contestation bien jeune, là, bien un peu, je dirais, infantile, mais y avait-tu une contestation d'autorité là-dedans ou c'était juste, moi, je suis tanné et puis je déconne? Là. Oui, et c'est ça. Et c'était... c'était pas une révolte. OK. Non.
Et d'ailleurs, je suis probablement un des seuls qui a fini tout en ayant été expulsé, et tout ça. Je considère encore que c'est peut-être un peu les meilleures années de ma vie de jeunesse, d'avoir été au séminaire et de subir. J'ai été, l'objet, non pas disons-le simplement, j'ai été souvent de fois battu Des par sévices. On va te corriger, toi, là. On va te Et c'est placer. ça. Et si tu manges une claque, puis le premier coup, j'avais des très bons réflexes. J'étais très bon dans les sports. Donc, non. Mais j'étais aussi obéissant. Baisse tes mains. Et là, j'ai enduré la claque, entends-tu, qui venait, tu sais, des retours, mais seulement que ça me dérangeait pas. OK. On dit, Monsieur Neveu, vous êtes pourtant plein de potentiel. Vous êtes là. Là, j'aurais broyé comme un chien, mais seulement qu'ils n'y ont jamais pensé. Donc, ils me bottaient. Vous connaissez peut-être Jean Cournoyer, parce que, Ben oui, à un moment donné, l'ancien Jean Cournoyer était une de mes idoles. Lui était finissant, j'étais en élément latin. Mais quand j'étais appelé, Michel Neveu est demandé au parloir. Je savais là, que je m'en allais chez le préfet ou chez le directeur des études, manger une volée. Donc, je voyais mon Cournoyer. « Hey, monsieur Cournoyer! On va jouer à main chaude un peu, tu sais. 4-5 coups, il m'attrapait jusqu'ici à peu près. Là, j'avais la main sur des... Là, je m'en allais, je mangeais la volée, entrant dessus, tu sais. Il arrêtait de fatigue. OK, parce que vous avez comme Parce que c'était $1 un peu. ça pétillait, mais seulement que ça faisait plus mal, tu sais. Bon. Alors, Il y a c'était... des gens qui écoutent ça. Moi, j'ai pas... j'ai comme été à la fin de ça, moi, là. Tu sais, de voir des profs frapper des élèves. J'ai vu ça très rarement, mais j'ai vu ça. Mais il y a des gens qui nous écoutent. Oui. Puis Monsieur Neveu, là, il est sain, là. Ah oui, c'est ça. Mais on maganait le monde, là. Ben oui, quand tu étais sanctionné, là, Ah. et surtout que, peut-être que d'une certaine façon, ils croyaient qu'ils étaient la risée de mes collègues à cause de mes conneries. Donc, quand il y avait une occasion, hein, puis comme dans n'importe quel groupe, hein, on diffuse l'information. Ouais, OK. Hein, et donc, sauf quelques-uns des maîtres de salle que j'ai connus qui étaient bien, qui étaient épanouis et qui avaient probablement la vocation d'être curés, alors que d'autres attendaient peut-être que leur maman meure pour sortir de chez curé. Donc, tout ça, tu sais. Mais il y avait quelque chose de je peine à dire le mot, mais tu sais, il y avait un esprit concentrationnaire là-dedans. Tu sais, la violence latente, une gang de gars ensemble. Oui, mais moi, j'étais externe en passant. OK. Si j'avais été pensionnaire, je pense que j'aurais été mis dehors avant. Dès la première année. Donc, peut-être pas concentrationnaire, pénitentiaire. Pénitentiaire, facile, oui. On voulait corriger. Et puis, par la méthode forte, et c'est bizarre, hein, parce que jamais papa a levé la main sur nous, ses enfants. Tu sais. Ni votre mère non plus. Absolument pas. Moi, j'ai découvert une chose que mes parents m'ont léguée, c'était l'amour. C'était un couple d'amoureux et ils le démontraient à leurs enfants. Ce qui n'était pas nécessairement la norme. Ben non. Ben, il y a des gens, ils recevaient un bec de leurs parents, c'était à Noël. Mais c'est ça. C'était ça, le contact physique avec leurs parents. Mon père nous embrassait, les enfants. Oui, c'est ça. Donc, il était précurseur. Ça, c'était quelque chose de fantastique. Donc, d'avoir la pénitence à l'école, ça... Peut-être que ça participait aussi à ma réputation de gars qui était franchement en dehors du milieu. Tu sais, certains disaient « Hey, Mike Neveu ». Hein? Mike, avec le rictus, là. Tu sais, le gars de 5 pieds 4, 5 pieds 5, 110 livres, mais seulement qui n'était pas nerveux. Et puis, qui se faisait bastonner par les curés. Ça les impressionnait d'une certaine façon. Alors, peut-être j'en tirais aussi un certain usage.
mais comme éducateur, parce que vous allez devenir enseignant, on va le voir dans votre récit, mais ça, j'imagine, ça va moduler la façon que vous enseignez. Vous n'allez pas faire ça comme enseignant. Absolument pas. Le contraire. Ouais, j'ai été, je pense, effectivement, je fais un service pour aller à un service social, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Mais une question, vous dites service social, là, on est en 64, 65, oui. ça existe-tu, ce Ben mot-là? Oui. Ça existe depuis 1950, à peu près. Mais c'est comme en essor. Et très clérical. Okay. Que ce soit à Laval ou à l'Université de Montréal, ce sont bien souvent des membres du clergé qui il faut dire aussi que le recteur de l'Université de Montréal, à l'époque, était un monseigneur Irénée Lucier, je pense. Et même chose à Laval, dans le fond. Donc, ça ne s'est pas laïcisé. Ça va ruer des brancards. Oui, c'est ça. La laïcisation, c'est pas fait d'une nuit, c'était ça. Puis le lendemain, c'était d'autres choses. Mais bon, OK, comme notre mauvaise fortune, bon cœur, c'est pas long. Je me tourne de bord et puis je dis, tiens, je vais aller en éducation. Et puis, je suis allé m'inscrire. Et j'ai eu un bac en pédagogie et un diplôme, comment est-ce qu'il s'appelait, un certificat? Qui donnait ton permis d'enseignement. OK, un brevet A. Brevet d'enseignement. C'est ça. OK, bon. Il y avait différents du brevet. Oui. Mais vous aviez le top. Le bon. C'est ça. Alors là, donc, je commence à enseigner à Saint-Hyacinthe, tout ça, et j'enseigne, et je fais un choix. La mode est à la modulation, donc on peut enseigner au rythme enrichi, moyen ou vraiment ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Non, plus lent. J'enseigne le français et je demande à enseigner au rythme léger. Okay. Donc, les beaux défis, là. Oui. Huitième année. Au départ, c'était moins secondaire 1 ou plus que secondaire 1, si vous voulez. Et là, j'ai des gars seulement de 14, 15, 16, 17, là, ou à peu près, qui veulent jouer bras et tout. Bon. J'ai jamais eu un problème de pédagogie, un problème de comportement de mes gens, bon, tout ça. Mais j'avais fait, à un moment donné, quelque chose. Avec un copain qui est devenu quand même assez connu, on avait fait pour un directeur d'un poste de radio à Ville-Jacques-Cartier, devenu Longueuil plus tard, à la barre 500, il y avait un poste de radio, donc, et puis un des animateurs, c'est Jacques Desrosiers. Ben, pas tough. Et vous me précédez juste un petit peu. Je commence avec mon ami Sormani à faire des textes pour Desrosiers sur l'heure du midi. Ça passe à 1h. L'école commence à 1h. Alors, les gars, si ça va bien ce matin, on écoute James après-midi. Parce que c'était James Bonbon, le super agent sucré, et qu'on mettait dans des situations comme James Bonbon et le SS timide. Un genre d'X13 un peu, mais plus enfant. Là. Okay. Mais seulement... parce que James Bond est vraiment c'est la entré. C'est Sean Connery, puis bon, etc. Donc, et on mélange aussi quelques autres émissions de télé à ce moment-là. Donc, on lui confie ça. Sormani travaille au Canal 10, à ce qui est devenu TVA et autres. Là. Bon. Télémétropole. Ben oui, Télémétropole. Et donc, lui, sur l'heure du midi, il a eu le temps, il va porter ça au bord du pont, à Ville-Jacques-Cartier, et mon Jacques Desrosiers fait donc. Donc, à un moment donné, on le met, James Bonbon et le Chinois Jeune Orange, et on a un colonel russe qu'on appelle Patov. Ben oui, parce que Patov, il venait de la Russie. Et justement... Desrosiers, il a peut-être fait des millions sur notre dos. Vous êtes le père de Patov. Nous sommes le père de Patov, mais Patov, lui, il en a fait un clown. Il l'a modulé. Mais il l'a modulé. Mais le mot Patov, il n'aurait peut-être pas pensé. Et c'est nous
On Qui va lui a l'avoir abandonné. appris à Masquinongé Média. Mais Michel Neveu, Hein? la copaternité et la parentalité. copaternité avec Ouais. André Sormani. Puis si je parle d'André Sormani, c'est que c'était un délégué général du Québec au niveau des communications à Paris. C'était l'adjoint politique de Pierre-Marc Johnson dans les années 80. Donc, OK. c'est un bon ami. Et puis, donc, on s'amusait comme des larrons à foire, hein, avec ça. On se faisait des trucs, puis on était mort de rire. Et puis, à tous les soirs, de 10 heures, les chemins Mais là, passiez-vous, moi j'ai déjà fait ça en création, des fois, tu sais, de passer des petits messages, des petites allusions. Est-ce que vous faisiez ça? Tu sais, des fois, des affaires destinées aux enfants, mais on fait une petite pointe, une petite pointe politique, une petite pointe coquine. Oui. OK. Ça, à travers nos temps, c'est sûr, comme OK. on dit, il y avait tout ça qui apparaissait. Les enfants, tu sais, ça tout ne rendent pas compte. Les Ben, parents qui écoutent trouvent ça drôle. Oui, et puis, puis c'était sur l'heure du midi, donc probablement que les gars à OK, l'usine, OK. tu sais, avaient ce temps-là. Donc, ça a duré quand même un bon 2 ans. Mais là, vous allez Ça, enseigner, donc Oui. vous avez une facilité à enseigner à des jeunes qui ont Oui. des parcours un peu plus moins... C'est ça, mais un peu seulement plus que- difficiles, là. J'étais toujours en quête de stratégie pédagogique pour le faire. Tu sais, donc, à un moment donné, je dis, gars, cette année, c'est le grand voyage. Hein. Chacun d'entre vous, là, vous allez aller quelque part, puis vous allez nous le raconter. Alors, commencez par aller dans les agences de voyage. Vous renseignez. Trouvez-vous le pays que vous voulez visiter, tout ça. Tu sais, donc, je reçois encore, aujourd'hui, des gens qui disent « Êtes-vous Michel Neveu, l'ancien prof, là? Moi, là, le seul cours que j'ai aimé, c'est quand on est allé, j'ai pas gagné, mais seulement que ça a été... Écoute, le gars, il est peut-être rendu à 75 ans, 72, mettons, je sais pas. Tu sais, parce que moi, j'avais 22, 23 ans. Ouais, et vous puis, enseignez ça, tu sais, à bon, 10 ans de différence. à 10 ans de différence, ouais. mettons, tu sais. Donc, ça, j'ai fait ça et je décide, à un moment donné, de dire, bon, ben voilà, moi, je vais aller en loisir. Il n'y a pas de programme de maîtrise, donc je m'en vais en Floride. Je fais une maîtrise. Et... Mais pourquoi le loisir? Là? Parce que là, j'ai toujours on va aimé- parler de votre parcours Oui. américain, ça c'était très Oui, intéressant. mais j'ai toujours aimé, d'abord, les sports, beaucoup, OK. et le théâtre, et la culture, et tout. Donc, finalement, de devenir un gestionnaire en loisirs, ça m'impressionnait et je ne pensais pas à l'enseignement à ce moment-là. Mais ça n'existait pas. C'est une formation académique qui permettait de former des gestionnaires dans le domaine des loisirs. Voilà. Ça n'existait pas. Il y en avait un bac à Ottawa, OK. puis un autre à Waterloo. Ben moi, je me suis dit, non, je vais aller à la maîtrise. J'ai déjà un bac. Je ne vais pas répéter un bac. Donc, je m'en vais là-bas faire une maîtrise et je parle anglais comme une vache espagnole ou à peu près. Je comprends assez bien. Mais là, je ce peux qu'on dit lire. là-bas, c'est en Floride. Oui. À quelle université? L'Université d'État, donc Florida State University, OK. à Tallahassee, la capitale. Mais là, on est en 60... 109. Bon, 69, là, on trouve ça comment, de l'information qu'il y a une maîtrise qui se donne? C'est des Bon. contacts, parce que là, il n'y a pas le beau Google là, qu'on voit sur non, l'ordinateur. c'est ça. là. Donc, Faut le savoir qu'il y a il faut ça, le là. savoir. Hein? Et vous savez, les séminaires faisaient toujours des conventums à chaque année pour un groupe particulier, Ben mais oui. pour tout le monde ensuite en général. Et je rencontre un de mes anciens collègues qui travaille, lui, à l'Office franco-québécois avec l'Allier, Pour la jeunesse? l'ancien ou, maire, oui. OK. Parce L'ancien que maire. juste mettre en contexte, là, Oui. ouverture à l'international du Québec. C'est ça. À Fait l'Office qu'on se rappelle qu'on a des cousins en France, eux autres, ils se rappellent qu'on est là aussi. Et voilà. Il y a eu Voilà. De Gaulle qui a passé dans la rue ici, Ah, là, oui, en c'est ça. 67. Oui. Donc, il y a comme une volonté de faire des échanges. Il y a C'est des ça. jeunes qui vont aller en France, et des Et Français voilà. qui viennent au Et Québec. mon Jean-Guy Saint-Martin, donc, je le rencontre, et puis je chante, puis là, je dis, écoute, je cherche... Ben, sapristi. Il dit, écoute, tu peux aller là, voici. Parce que lui, il là, tout ça, savait, tu sais. là. Ben, lui, de par son Ben poste, oui, si tu oui. veux, bon, C'est un détenteur de savoir, lui, là. voilà. Alors, il a partagé, et puis je suis donc allé là, et j'ai vécu une année fantastique. J'avais eu une subvention, si tu veux, d'une certaine façon. C'est un assistantship. OK. J'étais directeur de loisirs du village étudiant. Ah, Ben, le village étudiant, il y avait de la taille de Louisville, là.
OK. Tu sais, Fait que là, comment on divertit ce monde-là? Là? Parce que oui, ils ont des cours, mais ils veulent peut-être faire des danses. Ça, mais ils ont aussi des enfants. Parce qu'il y a des gens qui sont vous êtes arrivé là mariés? Là. Non, mariés, mais pas d'enfants. OK. Alors, donc, je deviens directeur, j'organise des trucs, et je forme, la première chose que je forme, c'est un club jeunesse. Hein? You are to teach me to speak in English. Hein, c'est à peu près ça que j'ai dit. Fait que là, je n'étais pas gêné avec eux. J'étais orgueilleux neveu. Donc, ailleurs, tu sais, quand everything's fine with you, Mike? Well, yes. Tu sais, c'était tout. À l'école. Mais j'écoutais un sabristi, puis en arrivant à la maison, j'ai dit, hey, là, il faut que je cherche de quoi il parle parce qu'il dit tout le temps schedule. Ça doit être un mot important jusqu'à temps que c'est schedule. Tu sais, ça. Mais les Américains, déjà à cette époque-là, tu sais, le parascolaire, l'activité de loisirs civils aussi. Ils sont déjà en avance et de beaucoup. Puis eux autres, c'était pas nécessairement religieux. C'était-tu religieux? Il y avait de tout. J'avais un collègue qui était baptiste, là, puis qui s'en allait comme preacher après. Et puis, bon, il y avait des structures de loisirs religieuses qui reliaient à l'Église. Oui, mais il y avait du civil aussi. Ah, ben oui. Ben oui, il y avait associatif et tout. Bon, tu sais, et pour le personnes âgées comme pour les handicapés. Donc, tu sais, c'était déjà en place depuis... Puis ça, on n'était pas à ça comme au Québec, mais là, moi, j'ai un témoin de la vie américaine dans la fin des années 60. Oui. Là, on a de la contestation au Vietnam, on a eu Woodstock, on a l'homme sans la Lune. Oui. Il y a des plein de bouleversements. La société américaine, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à même âge en même temps. Oui, puis qui revendiquent beaucoup. également. Comment on sent le Québécois qui arrive là? Ça brassait-tu sur le campus? Y avait-tu des manifs? Oui. Je me rappellerai toujours de Radical Jack Lieberman, qui était un étudiant, mais qui était un leader, qui n'annonçait pas, mais qui pouvait prendre la parole et envoûter le monde. Il pouvait parler 2 heures de temps, lui, là, en face de la bibliothèque, entendu. Tu sais, il y avait 3 000 à 4 000 personnes qui allaient. Il faut dire, l'université, on était à peu près 35 000 étudiants à ce moment-là. C'est gros, hein? Et puis, quand les Seminoles jouaient au football, ou bien au basket, parce qu'on était fort dans les deux, il y avait 75 000 personnes qui allaient au football. Là, tu sais, fait qu'il y avait de la contestation, tout ça. Oui. Mais exemple, y avait-tu... Cette université-là était à quel endroit? À la ville, c'est quoi? Tallahassee. C'est bon, donc, dans le nord de la Floride. Oui. Mais là, y-tu des Afro-Américains, là? Y a-tu des gens issus de l'immigration ou c'est pas mal tout blanc? Non, c'est... il y a un melting pot, là. Il y a beaucoup de Noirs, évidemment. Il y a même un quartier, puis je ne sais pas si ironiquement ou autre, mais vous savez que la Floride a été sous le drapeau français à un moment donné. Donc, dans French Quarter, dans le quartier français, mais c'était à 95 % noirs. Donc, et noirs pauvres. Bon, ça. Mais je me suis intéressé beaucoup. D'ailleurs, mon mémoire de maîtrise portait sur les employés, les travailleurs noirs et blancs qui étaient unskilled, c'est-à-dire qui n'étaient pas habiles, qui n'étaient pas scolarisés, qualifiés pour... Il n'y a pas de diplôme minimal, là, même pas donc, un cours de charpentier, de menuisier, rien. Donc, ils travaillaient là, à la dure pour mettre du gaz dans les autos, des jobines. Mais travailler faire le gazon, par exemple, des trucs de même, mais bon. Alors, donc, je me suis attardé. Il y avait Florida A&M, Agricultural and Mechanical. André Dawson allait à cette université. Et donc, j'ai fait des liens, à travers mon français mon anglais approximatif. Et puis, j'ai réussi à faire mes travaux et tout. Et je reviens et j'ai un job dans l'Outaouais. Dans le temps, c'était Hall, maintenant c'est Gatineau, comme animateur de la vie étudiante.
Dans une école polyvalente? Pour la régionale. OK, En tout la cas, commission scolaire de l'époque. J'avais 2 polyvalentes de 3 500 étudiants. J'avais plein d'écoles, Ah donc oui. à peu près 15 000... Puis là, on parle de polyvalente qui n'était pas née depuis longtemps. Là. Non, C'était tout neuf. non, Là. ben, c'était neuf, et puis qui était Puis là, donc... des autobus jaunes qui amènent des enfants, oui, qui partent des c'est ça, villages, c'est puis on ça. centralise On amène ça là. l'opération, comment, là? La commission parents, là, l'opération... Les suites de la communauté... comment ils disent? C'est l'opération 55? Ils ont fait 55. Je sais pas, à la maison, là, si vous vous rappelez le chiffre, là, ça, mais ils là, avaient comme fait une bâtisse des polyvalentes pendant une petite période de temps. Ah, Puis oui, c'était le nom de l'opération, c'était le nombre d'écoles qu'ils ont fait. Dans l'espace d'à peu près 2-3 ans. Ouais, ouais. Ils ont tout poussé fin 60, début 70. C'est ça. Ouais. Et donc, je m'en vais là, et puis, bon, je vous disais que, en arrivant là, mon épouse est enceinte, il reste 5 mois à peu près, et je pose juste une question au comité de sélection. Avez-vous quelque chose contre le port de la barbe? Ben non, tout ça. Bon, OK, On parfait. est de notre temps. Hein? Je passe donc l'entrevue, tout ça. Bon. Quelque temps après, peut-être je suis là depuis un mois et il y avait une cafétéria en bas. Donc, je suis en train de prendre un café avant de monter à mon bureau. Puis là, je rencontre le directeur général qui, dans sa vie privée, est colonel de la réserve. Là, tu sais, OK, là, oui. Dans la milice. Oui. Alors là, ah, vous êtes monsieur Neveu. Oui, bon, tu sais. Et j'ai entendu dire que vous vous rasiez la barbe. Et lui, il avait une moustache à la Hitler, tu sais. Alors, j'ai dit, monsieur, j'y songeais, mais vous voyant, je deviens votre heureux complément. Tu sais, parce que moi, j'avais la barbe. Je monte en haut, je retourne, d'un coup, peut-être une heure après, le téléphone sonne, Michel, tu me vois, c'est mon patron. Celui qui m'avait passé en entrevue. Il dit, ouais, il dit, tu sais, tu as préparé une demande là, pour avoir des techniciens à loisir, et puis je pense que le projet, ça va très bien. Et on est vendredi, là, tu sais. Donc, il dit, écoute, ça serait peut-être le fun que tu penses à ça, là, tu te rases la barbe. Pour avoir des techniciens. Ouais. Ah bon, OK, d'accord. Ah, il dit, pas bon, je vais y penser, Robert, tu sais ça, tu sais. Mais je fais tout de suite les liens avec ce qui est arrivé. Le lundi, j'arrive. Plus de barbe. On passe de la réunion des commissaires. J'ai 6 postes de technicien à loisir. Mardi matin, j'arrive au bureau. Je cogne chez Robert. Est-ce que je peux prendre quelques minutes? Oui. J'ai dit, écoute, je viens t'aviser que je pars. Ça n'avait pas fait de votre affaire. Ben, voyons. Qu'est-ce qui se passe? T'as de l'air heureux, tout. J'étais. Mais là, j'ai appris que vous en aviez contre le port de la barbe. Ben non, voyons, écoute. Et je gagnais 10 500 $ à ce moment-là. C'est de l'argent. On a monté jusqu'à 15 500 $. Et Pour vous garder. Oui. Et j'ai dit... Hey, c'est une barbe qui vaut cher, ça? Oui, mais j'ai dit non. Non, vous avez quelque chose contre le port de la barbe, mais je ne peux pas rester. Puis Mais je me suis trouvé... c'était pas la barbe, c'était l'esprit. C'est tout ça, mais la symbolique était forte. Oui, oui. Et puis là, d'afficher ton côté contestataire un peu. Puis justement, j'ai pris la peine de vous questionner là-dessus. Et puis, bon, voilà. Mais 10 ans plus tard, j'aurais peut-être pas fait ça. Okay. Mais là, j'avais des jobs de même. Ouais. Hein? On était dans une période faste au niveau du loisir et autres. Ça démontre pareil que, tu sais, des changements sociétaux, il y a encore 2 écoles qui s'affrontaient, 2 mondes. C'est le nouveau monde puis l'ancien monde. Le colonel, oui, le monde de quelques-uns. Bon. Ouais. Alors, un mois plus tard, j'avais déjà ma job au Collège Algonquin à Ottawa. Et puis, j'enseignais justement technique de loisirs. Ça va vous amener vers une carrière d'universitaire. Et voilà. Cette barbe-là. Et justement, pendant que je suis au Collège Algonquin, je donne quelques charges de cours à l'Université d'Ottawa au niveau du bac en loisirs. Et tout à coup, et à l'époque, on avait des mentors d'une certaine façon, et Roger Dion, qui était Monsieur Récréation Canada,
hein, un poste au sein de l'appareil. Téléphone, 9 h le soir. Je dis, ah bon, Roger, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, écoute, il dit, demain, Van Stoner de l'Université de Moncton vient me rencontrer. Il veut commencer un programme de loisirs au sein du programme d'éducation physique. Et moi, j'ai pensé que c'est toi qui irais. Ah bon? Fait que là, vous avez une expertise reconnue. Fait que là, vous allez faire naître des dépenses. Hey, c'est quelque chose, ça? Donc, C'est un beau trip, ça. oui, mais en même temps, ma compagne, qui est une infirmière, elle se fait offrir un maudit beau projet, d'abord d'études. Elle travaille dans un hôpital pour personnes avec des problèmes de santé mentale. On lui offre des études et ensuite un job. Ben, je dis, écoute, hein, il y a plusieurs qui le font. Je vais aller là-bas, puis, tu vois, reste ici, puis on se verra aux 15 jours, quelque chose du genre, on s'organisera, tu sais, mais non, tu sais, elle était la femme d'un homme, et puis, donc, elle a sacrifié cette possibilité-là pour que j'aille à Moncton. Je vais à Moncton, et puis, je commence mon programme, et ça va très, très bien. Je viens en vacances au Québec, et puis, tout à coup, mon frère vient me voir. Je suis allé pas loin de Grimby. Écoute, il dit, il y a quelqu'un de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a appelé pour te parler. Tu sais. Ah bon? OK. Alors, je me rends à Trois-Rivières, et puis on m'offre la job. Ah, j'ai dit, je viens de signer mon contrat, moi, pour l'année qui vient, tout ça. Fait que je retourne après les vacances à Moncton, et puis je rencontre évidemment Van Stoner. Je lui raconte ça. Il dit, es-tu en train de me dire que tu vas être malheureux avec nous cette année? Ben, j'ai dit, écoutez, peut-être pas jusque-là, mais quand même, on va arranger ça, tu sais. Alors, là, vous allez... il m'a laissé la liberté totale, et puis, bon, j'ai quitté. Moi, je lui ai trouvé un suppléant, quelqu'un que je connaissais, donc c'est de même que ça s'est passé. Je suis arrivé à l'Université du Québec, et puis, 3 ans plus tard, je suis allé au doctorat, et je suis retourné à Tallahassee. Et puis, c'était au sein d'un programme d'andragogie, éducation des adultes. OK. OK. Et puis, bon, comme dirait l'autre, the rest is history. Ah oui. Hein? Bon, OK. Donc, je suis allé et j'ai travaillé jusqu'en 97. Et là, dans ma logique, c'était Liberté 55. Et puis, j'avais 55 ans. Donc, dans mon temps de partir, puis de vivre, et puis tout ça. Je me privais d'un assez bon salaire, disons. J'ai pensé une seule fois à ça, en disant, bon, peut-être que j'aurais pu attendre jusqu'à 60 ans, puis penser un peu plus à la retraite. Tu sais. J'ai eu une retraite assez fantastique, à peu près tous les égards, sauf que je n'ai pas fait une préparation à la retraite financière. OK. Bon. Mais bon, j'ai jamais... Mais vous avez dit, j'ai pris ma retraite, mais tu sais, on se parle aujourd'hui, vous êtes président de la Société d'histoire, vous êtes dans l'action, tout ça. Il n'a pas eu de retraite. Non, non. Vous allez rester actif. Il y a toujours eu des choix de vie là-dedans. Okay. Disons, pour être plus exact, j'ai continué. Une fois à la retraite, je devais continuer à donner des cours. J'avais quelques cours, mais non, j'avais donné des cours à mes étudiants de maîtrise, dont Jean Guy, que vous connaissez. Ben oui, alors, bon, puis moi, j'essayais d'avoir des postes comme, mettons, loisirs et vieillissement. J'avais pas de points, moi. Alors, à un moment donné, en l'an 2000, j'ai dit, j'arrête de préparer des cours et je suis devenu consultant. Donc, travailleur autonome, consultant en loisirs et gérontologie. Et puis, bon, j'ai fait ça jusqu'en 2011-12 à peu près. Quand même. Et puis, bon, qui me permettait de ramasser des sous, mais j'avais déjà quand même... vous aviez votre pension. Un fonds de pension et tout. Régop, tout ça. C'est ça. Et puis, bon, mais entre-temps, je me suis impliqué dans des organisations politiques, tout ça, mais c'était le bénévolat, le travail non salarié qui aura, depuis 2012, guidé
ma vie, si vous voulez. Puis là, évidemment, on a un peu plus de recul. Quel regard vous posez là-dessus? Tu sais, bon, votre parcours là, familial, votre parcours scolaire aussi, qui était comme dans deux mondes. Tu sais, un monde religieux, un monde de la post-révolution tranquille, un monde américain, ce qui n'est pas commun. Tu sais. Moi, des gens qui ont étudié aux États-Unis, je l'ai déjà vu, mais j'en rencontre pas tous les jours. Là. C'est plutôt rare. Quel regard vous portez là-dessus, avec le recul? Moi, écoutez, j'ai toujours été assez serein et surtout désireux d'apprendre. Moi, le savoir et l'acquisition du savoir a tout le temps été une préoccupation fondamentale. Donc, toutes ces époques vécues, et comme vous le décriviez, une époque qui était quand même dominée par l'Église, si vous voulez, par la suite, bon... Et j'ai jamais eu de regret de ces moments passés. L'analyse que tu peux en faire, à un moment donné, c'est comment on peut contrôler le corps et les âmes. Et ceux qui résistent, disons, ont plus de difficultés à plusieurs égards. J'ai été un peu celui qui a résisté devant certains appels, devant certaines formes d'éducation. Mais ça m'a servi quand moi, j'ai été éducateur. J'ai adoré enseigner. J'irais presque autant que la recherche, ce qui est très contraire chez beaucoup de professeurs d'université. Moi, j'adorais mes étudiants. Un étudiant pouvait m'appeler à 10h30, 11h le soir, et un problème qui n'a rien à foutre avec le cours analyse de synthèse, et j'allais rencontrer. Parce qu'il y a des élèves, lorsqu'il y a des problèmes personnels, mon père vient de mourir. Oui, je suis gay, puis j'ai de la misère à assumer, bon, etc. Tu sais, donc, j'ai eu des neveuistes aussi, à un moment donné, tu sais, donc des suivis, tu sais. Pour une raison ou pour l'autre, dans ma conception du loisir, dans toute cette question sémantique, de comprendre le loisir, non pas à travers le temps, mais ici et maintenant, et l'action. Parce que c'est une action sociale d'agir sur le temps libre des gens. Et plus tard, je donnerai justement des cours de préparation à la retraite chez des employés municipaux, des employés d'Hydro-Québec ou autres. Là, donc, j'ai donné beaucoup de cours. Et la façon avec laquelle je donnais les cours, c'est que les deux, quand le cas se présentait, mais c'était les deux conjoints qui se présentaient. Donc, j'ai eu énormément de plaisir. Et là aussi, l'acte me permettait de revenir à la fois sur la conception du travail à des temps donnés et puis comment on s'ouvrait de plus en plus sur l'aménagement du temps. Non seulement à la retraite, mais dans le quotidien des gens pendant qu'ils sont encore au travail. Bien des gens qui disaient, bon, écoute, moi, n'ai pas de loisir, tu sais. Ah bon, OK, pas de loisir. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, entre 7 et 10? Bien, je regardais un peu de TV, OK, bon. Alors, vous appelez ça comment, ça, tu sais? J'ai lu un peu, fait un mot croisé. C'est ça, tu sais, bon. Et puis, moi, j'aime mieux peut-être jouer au golf que de faire mon gazon. Ah, moi, j'adore faire mon gazon, hein, disaient certains. Tu sais, j'ai dit, bon, parfait, donnez-moi votre numéro de téléphone. Moi, je vais vous appeler à ce moment. Ah, ben, non, mais j'ai dit, quand c'est un loisir, vous pouvez le pratiquer partout. J'ai dit, moi, j'aime le badminton, je vais le jouer dans un gymnase ou dans une cour de récréation, je vais le jouer dehors, je veux jouer au badminton. Vous aussi, votre loisir, c'est de faire le gazon. Qu'est-ce que ça veut dire que vous ne le faites qu'à une place? T'sais? Alors, je les confrontais, bien sûr, mais toute ma vie m'a servi à intervenir sur ma vie auprès des gens. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on peut dire, c'est enseigner, c'est apprendre. Apprendre, c'est enseigner. Oui. Puis moi, j'ai devant moi un étudiant de 83 ans. Oui. C'est vrai. Effectivement. Puis on sent que vous avez encore la soif d'apprendre. Bien sûr, hein, parce que je suis ignare.
Hein? J'ai quelques connaissances, mais tu sais, je veux dire, et ces connaissances-là me permettent justement de conclure que je ne sais pas grand-chose. C'est quoi donc? Je sais que je ne sais rien. Oui. C'est quoi la chanson, là? Vous allez me dire, hein, parce que là, Jean Gabin. Ah Oui, oui, oui. oui, mais c'est une chanson, c'est plutôt parlé, par exemple. Oui, c'est comme un monologue. Oui, tout ça. oui. Ben, tu sais, en vieillissant, on est jeune, on pense qu'on sait tout. Oui. Puis plus qu'on vieillit, on se rend compte qu'on sait rien. qu'on sait On rien. sait peu. C'est ça. Ben, Enfin, donc, pour moi, justement, puisque vous l'avez mentionné une couple de reprises, à 83 ans, ça va bien. Et puis, vous savez qu'à un moment donné, j'ai participé à la commission itinérante sur le mourir dans la dignité. Oui. Et j'avais présenté un mémoire qui je suis très favorable à l'aide médicale à mourir. Or, à l'aide médicale à mourir, parce que pour moi, il n'y a d'abord aucune espèce d'honneur et d'idéal à souffrir. Et puis, deuxièmement, je pense que si tu as passé toute ta vie à prendre soin de toi, à prendre des décisions sur ta santé et tout, tu peux prendre aussi quelques décisions au sujet de ta mort. Et donc, pour moi, je l'étais sur un continuum, mais c'est tout le temps basé sur un choix de l'individu qui vit sa vie. Bon. Évidemment, on considère maintenant que le Québec est un des pays, tantôt, un endroit où le plus de gens meurent suite à une demande d'aide à mourir. Plus que maintenant, on est plus que la Belgique et plus que la Suisse. Et certains autres pays, là, tu sais, disons qu'on a le championnat. On a eu une belle maturité collective. On ne l'a pas eu tout le temps sur tous les sujets. Non. Mais il n'y a pas eu de... C'est un débat prenant, mais il n'y a comme pas eu d'exagération dans ce débat. Non, mais c'est ça. Mais, il a été mesuré, ce débat-là, oui, je pense. Oui, et puis c'est une des belles décisions collectives qui aura été prise au Québec depuis longtemps. Il y en a juste une à prendre une décision collective là, que vous connaissez ou que vous partagez peut-être, mais enfin, moi, je partage et j'aimerais bien pouvoir vivre ça avant de partir. Ça serait on va vous laisser deviner c'est laquelle. Hey, merci, monsieur le neveu. Très intéressant. Puis, comme j'ai dit lors d'une rencontre précédente, c'est sûrement pas la dernière fois qu'on se parle, parce que j'éprouve beaucoup de plaisir, puis je trouve ça enrichissant de discuter avec vous. Bien, c'est très gentil. Je me ressens. Si on parlait d'étudiants, là, on dirait que là, j'ai 20 ans, puis je suis à l'université. Ah, OK. Puis j'aime ça. OK. Ça fait longtemps, mais je ne suis pas senti comme ça. Ah, mais c'est gentil à vous. Mais effectivement, donc, il me fera plaisir de vous rencontrer à nouveau. Je sais que vous débutez un gros projet. Vous êtes presque en train d'accoucher. Et si c'est pas fait, ben c'est de ne pas être loin. Est-ce que c'est un prématuré? Je ne sais pas. Non, mais je pense qu'il va être puis je vous en ai une illustration, tu sais, de vouloir faire une télévision communautaire. Moi, c'est d'offrir une forme alternative de médias, de parler, d'aborder, de mettre en lumière des sujets qu'on ne voit pas nécessairement dans les autres médias. Puis vous en êtes une illustration. La Société d'histoire en est une illustration. On va avoir une émission aussi parlant de Fièrement différents, qui va parler des personnes handicapées, qui va parler des gens qui vivent avec les personnes handicapées, les défis qu'ils rencontrent. Fait qu'encore là, on ne voit pas ça dans les médias commerciaux. Non, ou puis très peu. Ni sur TikTok. Hein, plus. Non plus. Bon, donc, c'est ça. Fait qu'on veut faire œuvre. Tant qu'à faire quelque chose. Comme Oui, vous avez fait avec le loisir. Déjà, vous faites œuvre utile et je pense que le monde des communications est à la recherche de messages, de messages originaux, de messages qui font progresser de la société actuelle. Et puis, à ce compte-là, je pense que le médium et la forme de médium que vous voulez lui offrir, ça a toute mon attention et toute mon acceptation. Bien, merci à vous. Oui. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, sujet d'entrevue, sujet d'émission. On peut nous rentrer en contact avec nous avec Masquinongé Média par courriel info@quebec.media ou par téléphone directement à moi au 418-654-8486. Et comme dirait l'autre, qu'on a bien aimé tous les deux, à la prochaine fois.
À la prochaine. Allez, merci beaucoup. C'est plus le temps de reculer, je trouve ça bien effrayant. Je suis 2 semaines à l'affiche, j'en demandais pas autant. C'est sûr, je suis bien content, mais d'un autre côté, ça me cogne toujours en dedans. Moi, je peux pas m'empêcher de chanter. On aurait certainement pas dû aller chanter d'un bar où on est resté accroché. Crier bien fort pour pas se décourager. Sortir bien tard juste pour voir le monde vibrer devant moi. Pour voir le monde. Juste pour voir le monde. Ah, c'est beau, ça! Avec cette musique douce qui nous élève l'âme, nous restons sans rien dire. Il nous suffit de vivre et en écoutant bien ce que j'essaie de dire, il n'en reste pas moins que j'aime vraiment me faire applaudir. On aurait certainement pas dû aller chanter d'un bar où on est resté accroché. Crier bien fort pour pas se décourager. Sortir bien tard juste pour voir le monde vibrer.
de vous parler d'amour. J'espère bien réussir à vous le faire ressentir. Partout où vous me verrez, gardez bien en souvenir que peu importe ce que j'ai, ça sera pas moi qui va